Merci Fabrice de cet exposé dense, riche, et qui va nous permettre de poser quelques questions, de rebondir, réagir sur ce que tu dis. Toi avec ton regard de philosophe, nous avec notre regard de médecin, mais au milieu, il y a un seul malade. Oui, alors, comment dire, c'est une table ronde, donc il serait de bon ton d'apporter quelques contradictions, mais j'ai envie de dire, je vais plutôt apporter un complément, une réaction en forme d'acquiescement, parce que je suis à peu près d'accord avec tout ce que Fabrice Gil a dit. Donc, mon point de départ serait peut-être pour rebondir sur cette espèce de terrorisme du temps qu'on fait subir aux patients, qu'ils soient d'ailleurs à domicile ou dans les EHPAD. C'est assez flagrant, vous le constatez tous, et c'est vraiment souvent insupportable. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de psychologues dans la salle, donc j'ai envie de dire, le problème du temps n'est peut-être pas si important que ça, puisque la vie psychique ne passe pas toujours par la fixation sur les repères temporels. Il y a toute une part de notre vie mentale qui ne tient pas compte du temps, qui ignore le temps. Le rêve en particulier ignore le temps. Et puis pour aller plus loin et pour minimiser l'importance du temps, parce qu'il faut le remettre aussi à sa juste place, pardon, on pourrait peut-être dire qu'il y a des civilisations entières, et pas des moindres. Je pense à la civilisation chinoise traditionnelle, même avant l'arrivée du bouddhisme, qui n'ont même pas pensé le temps, en tout cas tel qu'on le vit dans notre société occidentale. Et on retrouve d'ailleurs ça dans la langue chinoise, puisqu'on ne décline pas, on ne conjugue pas. Donc on voit qu'on n'est déjà pas du tout dans le même monde et dans la même perception du temps. Alors peut-être, pour continuer, je vais dire quelques mots sur la perception du temps chez le patient Alzheimer, et puis là encore, partir de cette vision extrêmement négative pour pouvoir peut-être après dire un mot sur ce qui peut être un peu plus positif. La vision négative, c'est effectivement, il y a un trouble de la mémoire épisodique, le patient oublie, il n'a plus accès à son passé. Alors, il n'a pas de regrets, mais il n'a plus de maîtrise sur ce qui est survenu et sur sa vie. C'est pas tout à fait vrai, et Fabrice Gil l'a dit justement, qu'il y a des choses qui continuent à être extrêmement présentes. Néanmoins, c'est une source d'angoisse. Et puis, la personne malade perd cette faculté d'anticipation qui est quand même propre à l'espèce humaine, la capacité de planification, on peut parler des fonctions exécutives, tout ce qui peut tourner autour. Les psychologues sont bien plus savants que moi sur ce sujet. Peut-être quelque chose qui est très important pour l'espèce humaine, si on imagine ce que devait être la vie des premiers chasseurs-cueilleurs dans un monde extrêmement hostile, peut-être ont-ils pu survivre parce qu'ils étaient capables d'anticiper et de planifier. Donc quelque chose qui est fondamental pour l'espèce humaine, cette capacité de s'adapter à l'environnement et en permanence d'anticiper. Donc évidemment, ça c'est la vision extrêmement angoissante de la maladie d'Alzheimer, et extrêmement négative. Le patient n'a plus accès à ses souvenirs et n'est plus capable de planifier, et il est attaché au piquet de l'instant. Et puis si on regarde ce qui se passe, et surtout si on prend le temps pour le coup d'observer les patients qui vivent avec la maladie d'Alzheimer, on peut en avoir une vision extrêmement différente. Si l'on essaie de dilater un peu les instants, et là le temps n'est plus une succession d'instants qui nous échappent, un passé qui est un néant d'autant plus grand qu'on n'y a plus accès, un futur qui n'existe pas encore, et dans lequel on ne peut pas se projeter, puis un présent qui disparaît sans cesse. C'est déjà difficile pour nous de penser le temps, évidemment c'est terrible pour un patient Alzheimer, mais il y a aussi cet aspect duratif, qui peut-être est une porte de sortie. Enfin moi je le ressens comme ça en observant les patients. Lorsqu'on relie le temps à l'espace, et Fabrice Gil l'a dit, cette spatialisation du temps dans des espaces familiers, le patient retrouve conscience, on passe du temps avec lui pour lui expliquer les choses, pour lui faire sa toilette.
Et on relie le temps aussi à des émotions positives. On sollicite la créativité du patient. Et j'étais frappé hier de dire d'entendre donc la personne qui parlait d'art-thérapie et qui disait on découvre des habiletés nouvelles. C'est quand même formidable. Donc il y a des choses qui sont intégrées et le temps retrouve sa place d'une autre façon. Mais c'est un temps qui n'est plus une succession d'instants, qui s'inscrit plutôt dans les moments et dans la durée. Donc je ne sais pas si vous serez éventuellement d'accord avec ces observations. En tout cas, c'est un petit peu celle que je peux faire dans ma pratique. Et puis, je vois aussi beaucoup de patients heureux. Heureux, je pense à un homme, c'est des exemples qui me viennent à l'esprit comme ça. Heureux d'aller au restaurant tous les jours, donc de vivre ce moment comme une fête qui se répète tous les jours. Heureuse cette dame à laquelle je pense qui tricote des kilomètres d'écharpe dans sa maison de retraite, qui était dans un état vraiment de renoncement à la vie, d'angoisse terrible à domicile, et qui, depuis qu'on lui a redonné quelques repères spatiaux plus que temporels d'ailleurs, et qu'elle a été rassurée par l'environnement de l'institution dans laquelle elle se trouve, a retrouvé une forme d'apaisement, et puis vit l'instant, et quand on prend le temps de l'observer, tout ça est extrêmement troublant, je trouve, comme si ces sujets arrivaient presque d'une manière philosophique, j'ai envie de dire, je regarde le philosophe à ce moment-là, à accrocher les instants comme on ne sait pas le faire, avec une sorte de puissance d'exister qui est presque troublante pour l'observateur extérieur. Bon, je ne vais pas continuer indéfiniment les exemples, mais peut-être pour terminer, dire que voilà, il y a cette vision négative des instants qui se succèdent et du malade Alzheimer qui serait perdu, et puis des moments qu'on peut capter et qui ont toute leur force, toute leur profondeur. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut travailler. Je dis pas que, je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'il y a là une forme de sagesse, parce que ce serait évidemment nier tous les aspects négatifs de la maladie, mais au moins les conditions possibles d'une forme de bonheur. Et dans le film qui était remarquable, j'ai trouvé de Patrice Dubosc, j'en terminerai par là, je pense à ce monsieur qui disait, voilà, cette succession de moments, il a dit des instants, mais c'est souvent plus des moments de petits bonheurs. Et je crois qu'il y a quelque chose, il y a encore des chemins d'accès à de la joie, des émotions positives, à une forme, pas une forme de sagesse, mais une forme de bonheur. Je ne sais pas si Fabrice ou Elisabeth partagent cette façon de voir les choses. Oui, je partage tout à fait, et c'est vrai que le bonheur existe encore. Alors bon, sans angélisme, c'est difficile, mais je crois qu'il faut aussi qu'on puisse distinguer entre les différents moments de la maladie. Je pense qu'au début, le temps va être affecté, comme tu l'as très bien dit, et les relations vont être affectées par les perceptions différentes du temps entre le patient, qui effectivement est plus lent, l'entourage qui piétine parfois un petit peu, qui explique, réexplique, répète aux questions posées et peut perdre patience. Il y a souvent, dans le cours de la maladie, une période difficile avec des troubles du comportement. Ça, c'est dans le temps quelque chose qui est épuisant. Mais je crois aussi que quand on est entré en institution, une fois passé ce cap difficile des décisions à prendre, des décisions difficiles à prendre de l'entrée en institution, on peut retrouver un temps qui s'harmonise, un temps qui, pendant plusieurs années parfois, va pouvoir être intéressant, délivré de la plupart des contingences matérielles qu'on a encore à la maison et qui sont parfois tellement agaçantes. Et je trouve que souvent, les patients et leurs familles peuvent avoir le temps de se retrouver. Et pour avoir vécu personnellement dans ma famille, enfin il s'agissait de ma mère, une maladie démentielle d'évolution extrêmement rapide, puisque c'était une maladie de Creutzfeldt-Jakob,
J'ose dire, même si ça peut sembler difficile ici à certains, qu'on n'a pas eu le temps, parce que ça a été une évolution en 2 mois. Et que, exactement la même évolution qu'une maladie d'Alzheimer, mais extrêmement rapide. Et là, je dirais que le temps nous a été un peu volé. Alors, voilà, il y a du temps, et ce temps, on ne sait pas toujours bien quoi en faire. Mais on a aussi, parfois, des témoignages où on vit dans les institutions à l'hôpital, des témoignages de personnes qui savent tout d'un coup prendre le temps. Et je crois que si les patients Alzheimer peuvent nous apprendre quelque chose, c'est aussi de vivre l'instant présent, de prendre le temps, ce que, en courant toute la journée, on n'a pas le temps de faire, on n'a pas le temps. Peut-être qu'en vieillissant, on peut s'autoriser à prendre du temps et que plus encore, le malade d'Alzheimer, avec son rapport au temps différent, comme tu nous l'as bien montré, peut nous enseigner des choses. Bien sûr, sur la fin de l'évolution, je parlais du début à la maison, puis une période souvent difficile, l'entrée en institution. Sur la fin, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'on a souvent une période de long mourir. C'est pas moi qui le dis, c'est Delomier qui a le premier utilisé cette phrase-là, le long mourir en gériatrie, le long mourir des patients Alzheimer. Et là, je crois qu'au-delà de la question du temps, ce qui va être difficile, ça va être la question du sens. Comment remplir le temps qui reste, d'un sens que l'on puisse partager entre les soignants, les proches, la famille et le patient. Il y a un temps avec des moments opportuns pour des décisions à prendre, mais il y a surtout un temps qui s'étire et un temps dans lequel on a l'impression qu'il est extensible. Il y a les fluctuations, mais il y en a moins. Il y a les rémissions, mais il y en a moins aussi à cette période-là, et le temps semble vide. Et une des questions, me semble-t-il, c'est comment on va ensemble essayer de le remplir, comment on va ensemble prendre le temps tout simplement de prendre une chaise et de s'asseoir auprès du patient. L'écouter, là encore, pas seulement pour les décisions graves, mais au jour le jour. Tu peux peut-être rebondir là-dessus. Il ne faut pas opposer le temps et l'espace, effectivement. Et il y a des possibilités pour remédier à l'inquiétude liée au fait de ne plus savoir où l'on est et que faire, comme dans l'exemple que je donnais, notamment quand le lieu est complètement uniforme, quand il n'y a aucun indice dans le lieu ou dans l'environnement qui permet de se repérer, de donner des repères. Je crois qu'à Trois-Rivières, la nuit, le personnel est en pyjama. Ne pas porter de blouse l'après-midi, on en discute beaucoup avec mon collègue Kevin Charras, ne pas porter de blouse dans une institution l'après-midi, pour d'autres activités que les soins, ça peut être une indication. Mais effectivement, le temps semble vide et c'est quelles activités qui font sens, je rebondis là-dessus, on propose pour que ce soit pas pour le coup pas le présent, mais pas une éternité un temps qui se déroule sans temporalité d'ailleurs. L'autre chose effectivement, donc là il y a des savoirs, il y a des savoir-faire, l'autre élément, vous disiez, le rêve ignore le temps. Il y a effectivement des dimensions du psychisme qui sont particulières. L'inconscient aussi, si on est freudien, ignore le temps. Et j'ai cité Rezvani qui dit que quand sa femme est très anxieuse, elle repense à sa mère, qui, dit-il, était une femme admirable. Il y a aussi des souvenirs qui peuvent remonter qui ne sont pas des souvenirs agréables. Et des souvenirs qui peuvent remonter qui ne sont pas forcément des souvenirs traumatiques, mais qui sont liés à des moments difficiles de l'existence qu'on n'a pas, ou problématiques, et qu'on n'a pas dénoués. Ça, c'est Michel Frémontier qui m'avait alerté là-dessus, c'est que les personnes malades n'ont plus nécessairement les moyens psychiques de refouler ou d'élaborer sur ces souvenirs qui du coup reviennent et qui peuvent être extrêmement destructeurs. Il y a une très belle thèse
de Christina Erland-Aymar, qui date de l'an dernier, qui montre le travail qu'en psychopathologie, psychanalyse, on peut réaliser en maison de retraite avec des personnes à un stade très évolué pour aborder ce genre de problème. Mais effectivement, toute la temporalité n'est pas douloureuse dans la démence, toute la temporalité n'est pas tragique, effectivement. Et du coup, je rebondis simplement sur l'importance de la fin de vie. Je pense que là, on pourrait tout repenser, mais repenser les choses différemment sur ce moment-là que tu connais particulièrement bien, que je connais pour ma part beaucoup moins. Mais rebondir simplement philosophiquement parlant, sur les autres civilisations, les civilisations qui sont dans un temps plus cyclique, les civilisations qui sont dans un rapport au temps différent. Alors je pense qu'il ne faut pas fantasmer non plus le rapport au temps de certaines cultures. Quand on voyage un peu, on se rend compte que c'est une temporalité mythique. Mais notre temps, c'est à la fois un temps linéaire, on grandit, on vieillit, c'est aussi un temps cyclique, il y a un retour des semaines, des mois, des années. Et des saisons, bien sûr, ouais. Et nous soutenons à la Fondation Médéric Alzheimer un projet de jardin au CHU de Nancy où c'est important, ça aussi. C'est-à-dire que ce qui se passe au moment du jardin, il y a des épisodes importants dans l'année, il y a des moments qui marquent notre temps social, pas simplement notre temps individuel, il y a des fêtes. Il y a le 1er mai. Des moyens, et là on est encore dans l'espace pour le coup, on est dans un jardin qui permet de créer des lieux de socialisation, de rencontre entre les diverses générations. Ça c'est un aspect que je n'ai pas du tout abordé mais qui est important aussi, comment les personnes âgées se situent par rapport aux générations qui l'ont précédé, aux générations qui les suivent, aux plus jeunes, qu'est-ce qu'on peut transmettre. Donc voilà, je rebondis avec plaisir sur cette idée que j'ai insisté sur la dimension douloureuse que peut avoir le rapport existentiel, autant du fait d'un certain nombre de troubles cognitifs, mais je suis d'accord avec vous. Erez Vanni, d'ailleurs, même si c'est un livre tragique, une tonalité tragique, le reconnaît à certains moments, il y a des moments de bonheur, il y a des moments heureux.